Le cercle RH et le sport, vous allez me dire, c'est logique, on est maintenant à moins de 100 jours des JO, la flamme est arrivée à Marseille, c'est évidemment le début de quelque chose qui va se passer pendant 1 mois et demi, et plus, puisqu'il y aura aussi l'handisport. Mais on va s'intéresser aujourd'hui au sport, dans ses valeurs, dans la manière dont il peut aussi influencer le monde de l'entreprise, comment il peut impacter, transformer même le management. Et on en parle avec mes invités, parce que ce sont des spécialistes de ce sujet. Béranger Brito, ravi de vous accueillir. Vous êtes coach en entreprise. Alors, vous êtes ancien entraîneur de volleyball, auteur d'un livre qui est passionnant, Équipe gagnante, s'inspirer du sport collectif, on y reviendra, français, pour réinventer nos organisations chez Diathéno. Alors, double vedette en couve, parce que Laurent Tilly, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France de volleyball, qui est un sacré personnage, dont vous êtes très proche, me semble-t-il, et avec une petite phrase d'Aimé Jacquet, je retrouve dans ce livre tout mon cheminement d'entraîneur, un livre magnifique, fait par un grand professionnel, donc c'est à vous à qui il s'adresse, on est d'accord. Ouais. Merci d'être là. Et puis, Boris Alanik, coach, tous les deux, vous faites du sport. Vous faites du sport, Boris ? Oui, je fais du sport. Je suis un peu moins athlète, je suis plus business athlète maintenant, on va dire, dans le monde du travail. Mais oui, j'ai pratiqué le hand pendant un peu plus de 20 ans en compétition. Ouais. Et maintenant, je fais aussi un peu plus de salles et de sport plus individuel, on va dire. Béranger, c'est intéressant parce que le monde du haut niveau, vous l'avez connu, ouais. Et vous avez basculé ensuite en travaillant avec des experts, des chercheurs, vous avez créé des méthodologies. C'est si éloigné que ça, le monde du sport ou de l'entreprise, ou est-ce qu'on y trouve des points communs ? Parce que le sport, là on parle du sport d'équipe, c'est du volleyball. Il faut gagner ensemble, il faut s'entraîner ensemble, il faut se supporter ensemble. C'est assez similaire à la vie de l'entreprise, non ? Ah ouais, pour avoir fait 13 ans dans le sport et 13 ans dans l'entreprise, dans plein d'équipes différentes, moi j'ai l'impression de vivre la même chose. Il y a la même passion, la même adrénaline, il y a les mêmes peurs qu'on retrouve de ne pas gagner, de ne pas être reconnu, de douter. De douter de l'avenir pour soi, pour l'entreprise, pour l'équipe. Il y a énormément de choses en commun. Et j'ai l'impression, on va y revenir, parce qu'on va parler des coachs managers, mais qu'il y a moins d'impudeur à se dire les choses dans le vestiaire, parce qu'à un moment donné, l'entraîneur dit ça va plus, il faut se remettre d'aplomb, et il y a plus de pudeur dans l'entreprise. On a plus de masques sociaux dans l'entreprise, j'ai ce sentiment. Oui, parce que le sport, c'est le rapport au corps. On est un peu nus. C'est le rapport à l'émotion. Donc c'est forcément, quand on est dans son corps, dans son émotion, on a plus tendance à se livrer. Quand on est beaucoup plus dans son mental, on a tendance à plus se protéger. Et dans le sport, on retrouve des gens qui ont fait du sport depuis tout petit, donc qui ont cette habitude-là. Alors que dans l'entreprise, on retrouve des populations où beaucoup n'ont pas fait de sport, ou en tout cas ont moins ce rapport-là. Mais Boris, vous qui avez cette structure autour du coaching, j'ai le sentiment, là aussi, peut-être que je fais des parallèles trop rapides, mais que le sportif de haut niveau, enfin celui qui a vécu le sport, est plus capable de débriefer très vite. Le sportif est capable très vite de faire un débriefing, une analyse, de se dire, j'ai pas été bon, il faut que je reprenne. C'est pas toujours comme ça dans l'entreprise. On se ment à soi-même beaucoup. Dans le sport, on peut pas se mentir. Alors vous l'avez dit, dans le sport de haut niveau, il y a cette habitude effectivement qui est tout orientée vers la performance, que ce soit de l'entraînement, parfois de la nutrition, du sommeil, etc. Améliorer toujours. Et je pense que malgré tout, c'est en train d'évoluer. Alors aussi parce que les attentes des collaborateurs évoluent, on en parle souvent, la recherche d'authenticité aussi dans le management. Historiquement, on avait ces modèles de leadership très masculins, guerriers, pas du tout sur l'authenticité, plutôt sur la force, le pouvoir. Aujourd'hui, on cherche des leaders qui sont beaucoup plus authentiques et donc on s'oriente vers plus de feedback, plus de capacité aussi à se faire ces feedbacks tout au long du parcours. Les coachs, on nous dit aujourd'hui, j'ai vu la une de l'Express là, qui tape très fort, vous avez vu, peut-être qu'on en fera un débat dans Smart Job sur le côté un peu bullshit des nouvelles formules de management, dans lequel on est tous un peu inclus ici sur ce plateau, faut le dire. Et le titre est un peu difficile, mais on nous dit qu'il faut que le manager devienne un coach. Ça veut dire quoi ça ? Alors, le manager doit devenir un coach, ça veut dire qu'il doit avoir des compétences de coach, c'est-à-dire... Comme un coach sportif, en fait. Alors, comme un coach sportif, mais plutôt comme un coach professionnel. Aujourd'hui, quand on entend manager-coach, c'est plutôt ça. Ça veut dire capacité à questionner plutôt qu'à donner des conseils, capacité à confronter de manière puissante. Voilà. Et donc, forcément, ça veut dire que c'est une technique où on est plutôt en posture basse, la posture de coach. Ça n'empêche pas qu'un manager, il doit aussi avoir une posture d'autorité et d'être capable de donner des conseils et de donner des ordres. Béranger. Ouais, moi je trouve que c'est un peu clivant en fait de mettre on va dire un management un peu à l'ancienne avec une posture de coach qui questionne. Je pense que
Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Pour qu'une équipe arrive à croître, elle a besoin de différents styles de management. Elle a besoin, à un moment donné, d'avoir ce management à l'ancienne. D'autorité, bien sûr. Elle a besoin d'avoir un cadre. Elle a besoin d'avoir, de temps en temps, des managers qui impulsent une vision avec énormément de passion et de conviction. Et puis, elle a besoin aussi, parce qu'à un moment donné, elle va grandir, d'aller plus sur un système de questionnement, d'aller sur un système d'amener les gens plus en conscience, de les faire grandir. Et c'est là où il faut se rassembler plutôt que se diviser, je pense. Mais dans votre livre, et je pense dans votre vie, il y a des phrases que vous n'aimez pas. Une équipe, ça prend ou ça ne prend pas. Vous vous dites, mais ça, c'est bullshit. Une équipe, ça prend. Il suffit de savoir la prendre, en fait. Non, je ne sais pas. Enfin, En fait, ce qui prend, c'est la vision du monde partagée. C'est-à-dire qu'on peut ne pas s'entendre, par exemple, on peut ne pas avoir de vision commune sur l'objectif, mais à force de discuter, on va à peu près se mettre d'accord sur notre ambiance, elle est pourrie, ou sur notre vision n'est pas claire. Mais on se le dit, vous voyez. On va se le dire et on est tous d'accord là-dessus. Ça va créer notre identité collective, et donc ça a pris quelque part. Et on y croit tous. Et comme on y croit tous, après c'est compliqué de s'en sortir. Mais ça peut prendre aussi d'une façon plus vertueuse. Moi, j'entends quand même dans le débat qu'on a sur les générations Z, ça c'est des sujets que vous traitez en entreprise, vous les avez, ces jeunes, vous dites quand même, moi j'entends un entraîneur, un coach qui dit, il y a un moment donné, il faut mettre les cadres. Et tant qu'on n'a pas mis les cadres et les murs, à l'intérieur, on ne peut pas rigoler en fait, on ne peut pas s'amuser. J'ai l'impression que ça pêche un peu. Hein. Souvent on s'amuse, mais on n'a pas le cadre autour, quoi. Alors, je pense que déjà, c'était pas... Je suis pas un peu vieille France, je suis un peu boomer dans ma question. Ouais, bon, on est tous un peu autour de la table. Je pense en moi seul. On est tous le boomer de quelqu'un. Non, mais la réalité, c'est que je pense que c'est aussi le rôle des entreprises d'équiper les managers pour se pencher sur ces travaux de dynamique collective. Le manager, encore une fois, il reste souvent assez seul et isolé. Et il y a des ressorts possibles, que ce soit du monde du sportif, du monde de la psychologie, etc. On peut exploiter ces dynamiques collectives. Donc, c'est pas une question d'être en retard. Il y a des entreprises qui sont déjà très en pointe sur le sujet, qui même sur des compétences des collaborateurs individuels se posent la question de justement comment un groupe doit évoluer, comment je le compose, comment je le fais évoluer, comment je dis les choses aussi quand ça ne va pas. Tout ça, c'est des techniques qu'on peut apprendre. Mais il y a quand même un problème de management. C'est la raison pour laquelle on fait appel à d'anciens entraîneurs, des gens qui ont expérimenté le sujet et qui l'ont travaillé. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à vos managers et aux gens que vous rencontrez en entreprise? Qu'est-ce que vous leur racontez? Ça, ce que vous avez dit? Il faut remettre des cadres? Il n'y a plus de cadres? En fait, il n'y a pas une situation qui se ressemble. Oui. Moi, je ne leur raconte pas grand-chose. En fait, je leur demande d'exprimer leur vision de la situation. Et si possible, j'essaie après de prendre différentes visions pour pouvoir voir ce qui finalement, à quel endroit ça bloque. C'est un peu comme un ostéopathe, des fois on a mal à l'épaule et il va nous remettre le bassin. Donc c'est un petit peu ça, c'est regarder un système dans sa globalité pour voir l'endroit où finalement il y a un point de blocage. Et il faut commencer par ce point de blocage avant de remonter, on va dire, à l'endroit où finalement... Mais dans votre psychologie, parce qu'il y a toujours beaucoup de psychologie, dans un entraîneur, un coach-entraîneur sportif, c'est 50% de psychologie. Il doit connaître les individus, il doit connaître ses points faibles, il doit savoir où il peut appuyer. Enfin, c'est ça aussi, emmener une équipe très haut, tous ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, là-dessus, je reprends, il y a une interview de Fabien Galtier qui est vachement intéressante dans le bouquin, où il parle justement de cet équilibre entre le relationnel, l'humain et le technique. Et là où je trouve que l'entreprise a un petit saut quantique à faire, c'est qu'aujourd'hui dans le sport, on a compris qu'on ne pouvait pas avoir tous les talents. Donc il y a souvent des entraîneurs qui sont spécialisés dans ce côté un petit peu relationnel. Il y en a qui sont plus spécialisés sur la technique, même les avant, les arrières. Il y en a qui sont spécialisés sur effectivement le côté psychologique, la nutrition, la préparation physique. Aujourd'hui, un staff de très haut niveau, c'est beaucoup de personnes. Dans l'entreprise, on a encore ce manager qui doit tout savoir faire. Et il ne peut pas tout faire. Vous êtes d'accord? Le mouton à 5 pattes du manager. Complètement d'accord. En fait, on ne peut pas être le mouton à 5 pattes. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'instar de ce qu'on voit dans le domaine sportif, il n'est pas impossible que le rapport assez pyramidal du manager tout en haut de la pyramide avec la base, ça s'inverse finalement quelque part en disant... il y aura l'individu qui compose l'équipe et au-dessus, il y aura tout un tas de compétences qui sont là pour driver la performance. Les ressorts psychologiques. Alors dans le sport, c'est la nutrition, les c'est vrai en entreprise, hein, dans l'entreprise, c'est pareil. Il y aura le manager qui va être là pour aller donner un supplément d'âme. Il y aura quelqu'un qui va être là pour driver plutôt de la data. Comment j'ai un angle de vue opérationnel. C'est repenser l'organisation de l'entreprise que vous nous dites. Bien sûr. C'est repenser le modèle. C'est repenser les modèles traditionnels, mais la réalité, c'est que ça existe déjà beaucoup aux États-Unis, ça existe déjà beaucoup dans la tech, puisqu'en fait, ces modèles. On autonomise, mais on offre des palettes de possibilités. C'est ça l'idée. Oui, mais alors des palettes de possibilités qui sont synchronisées. C'est-à-dire que ce ne sera pas chacun dans son coin.
coin, comme dans le sport, on n'a pas... c'est pas libre service. Hein. Non, le statisticien, il ne travaille pas tout seul. Il va travailler avec les avants, il va travailler avec le préparateur physique. Pour voir les pousser. Il faut que le tout soit très cohérent. Donc il faut un staff qui s'étoffe pour faire en sorte que la performance du terrain, en fait, elle s'exprime. Mais il n'y a pas de lien de subordination. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'entreprise, il y a un lien de subordination juridique, c'est le droit du travail. Dans une équipe, à un moment donné, ça a dû vous arriver, un joueur vous dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas du tout d'accord, et vous le virez pour autant. Enfin, vous voyez, et le rapport n'est pas le même, si? Non. Des gens en entreprise, on ne vire pas forcément dès qu'on nous dit non, mais je veux dire, suis pas d'accord avec toi. Heureusement d'ailleurs. Non, mais il y a quand même un lien juridique qui nous lie. Il y a un lien juridique, mais en fait, justement, le truc, c'est arrêtons de l'envisager en tant que lien juridique. Envisageons-le en tant que comment on se met en situation. Comment on grandit ensemble. Et donc, si on faut se dire, pardon, mais merde, et je suis pas d'accord, et vaut mieux qu'on se dise merde plutôt qu'on laisse ça sous le tapis, c'est ça qui va nous faire progresser, c'est ça aussi qui va générer de la performance. Donc, il faut arrêter justement d'organiser ça d'un point de vue administratif, RH et sécurité juridique. Et ils vous regardent comment quand vous arrivez dans l'entreprise? Parce que vous êtes auréolé quand même de votre image, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de votre présence. Et j'en joue évidemment. Bien sûr. Parce que la première relation qu'on a avec quelqu'un, c'est l'image, c'est les croyances, la représentation qu'on a de lui. Donc évidemment que quand on commence à raconter, moi, mon parcours, j'ai eu la chance de vivre 5 montées de division, les gens que j'ai côtoyés à travers le bouquin, les entraîneurs que je connais assez intimement. Ils n'écoutent pas de la même oreille. Mais ça, justement, ça permet d'amener les gens ailleurs. Parce que quand on parle de sport, ils sont à peu près tous d'accord pour dire ce que je mets dans le bouquin. Tout le monde dit « Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est important. » OK. Et du coup, vous le faites, vu que c'est important, vous le faites comment, vous, dans votre entreprise? On le fait pas. Et là, vous créez l'espace nécessaire pour... Exactement. Et là, après, souvent, ils sont là, on le fait pas vraiment ou on le fait pas à fond. Et en fait, ce qui empêche de le faire à fond, c'est simplement toutes les croyances qu'on se met derrière, par exemple celle qu'on vient d'évoquer, de dire « Ah ouais, mais si je dis non ou si je dis que je suis pas d'accord, ça va poser des problèmes. » Et alors, le but, c'est de créer un espace, justement, où on se rend compte que quand on le fait, ça pose pas de problème. Et donc, après, ça va donner, justement, l'autorisation à l'équipe d'en faire un peu plus. Un mot, parce que Boris a fait du hand, le volleyball, c'est porteur de valeurs de solidarité, d'entraide. Il y a du courage dans le sport, il y a osé faire des choses. C'est transposable, ça, parce que les JO, on va beaucoup en entendre parler de ces valeurs du sport, les valeurs de courage, d'engagement et de solidarité quand on joue en équipe. C'est transposable comme ça, clé en main dans l'entreprise? Alors oui, c'est transposable. Moi, j'ai même été jusqu'à faire évaluer dans le cadre de performance review avec les équipes. Je leur demandais de se noter sur le barème de l'équipe. Voilà, j'ai arrêté parce que déjà d'une, ça parle pas à tout le monde. Et c'est ça les limites de la transposabilité. Oui, il faut qu'il y ait une culture partagée, ouais. Alors, culture partagée, mais on n'a pas besoin d'avoir une culture sportive pour être sensible aux histoires sportives. Et on en parlait tout à l'heure. Justement, c'est comment on raconte les histoires. Parce que si je prends un exemple de foot et de France 98 ou autre, et que j'ai des gens qui n'aiment pas le foot ou qui n'ont pas vu cette Coupe du Monde, mais en revanche, il y a toujours des histoires à raconter. Un peu comme sur les faits historiques, il y a toujours des histoires à raconter. Oui, qu'on aime le volley ou pas, on est intéressé par la montée ou un entraîneur qui a fait grimper une équipe. La biographie de l'entraîneur qui a marché, tout ça, c'est des choses quand même qui parlent. Donc c'est aussi comment on met en place le storytelling quand on est entraîneur ou manager pour avoir un impact sur l'équipe. Un dernier mot sur les valeurs. Sur les valeurs, en fait, Laurenti, il en parle très bien et je trouve que c'est tout à fait juste ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand il a pris la tête de l'équipe de France, les gens ne s'entendaient pas. Et il dit on aurait pu travailler sur les valeurs, le courage, la solidarité, mais en fait tout ça c'est que des mots et les valeurs c'est le résultat d'un cadre qu'on va mettre. Et c'est là où les valeurs vont pouvoir s'exprimer. Et donc tout le travail n'a pas été de travailler sur les valeurs, mais de mettre en place un cadre de travail qui amène les gens justement à travailler ensemble et qui amène la solidarité, Donc il se voit plus comme un jardinier plutôt que comme quelqu'un qui va tirer sur la plante pour la faire pousser. Et c'est exactement la démarche d'un coaching d'équipe, c'est créer l'environnement pour que les valeurs émergent naturellement, parce qu'en fait, on les a tous, ces valeurs. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit « Non, moi, la solidarité, ça m'intéresse pas. Le courage, ça m'intéresse pas. La bienveillance, ça m'intéresse pas. » Donc, ça sert à rien de les déclarer, ces valeurs-là. Par contre, ce qui est important, c'est de les incarner. Et de créer l'espace pour les faire germer et pousser. Oui, et que tout le monde s'en empare, et plus uniquement le manager ou l'entraîneur. Bon, si on disait « Vive le sport », parce que malgré tout, on parle d'entreprise, mais vive le sport, parce que c'est quand même la vie et la santé, le sport. Enfin, je ne sais pas à vous que je vais dire le contraire. Alors moi, la santé, petit bémol, j'ai très longtemps cru que le sport, c'était vraiment très bon pour la santé. J'ai côtoyé après plein de gens qui étaient plus dans le milieu sportif depuis que ça fait 13 ans que je suis dans l'entreprise. Et tous ceux qui étaient effectivement mes anciens collègues de sport sont tous brisés. Tous ceux que je vois aujourd'hui sont en pleine forme parce qu'ils n'ont pas fait de sport. Alors, je dis pas, je veux pas passer d'un extrême à un autre. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand on est dans sa passion,
que ce soit la peinture, que ce soit le travail, que ce soit, mais qu'on Pas le fait trop. avec passion Ouais. et relâchement Et amour. et amour, et ben on est en pleine forme. Merci Bérangère Donc, Brito. voilà. On est en pleine forme, je vais me faire tirer les oreilles. Ce livre, Équipe gagnante, c'est un super livre avec des témoignages et Laurent Tilly, alors Galtier évidemment, mais Tilly pour le volleyball. Merci. Et puis vous êtes coach en entreprise, faut-il le préciser, sorti chez Diathéno. Merci à Boris Alanik, ancien handballeur, directeur général de Coach Hub France, c'est important de le préciser. Merci, c'est la fin de notre débat. Tout de suite, j'accueille l'invité de Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite.